blason de ma ville, une devise oubliée. Marseille brille par ses hauts faits. C'est plutôt dans ces poubelles que j'ai découvert ce que les élus marseillais cherchent depuis si longtemps à cacher. Un système ancien. Trop ancien ? Ça va ? Attention au poteau, vous allez vous faire mal. C'est moi qui prends soin de vous, hein. Voilà. Tiens ! Au soir des élections cantonales de mars 2011, Jean-Noël Guérini fête sa victoire au siège du Parti socialiste. Ça va les filles ? Merci la jeunesse. Toutes les élections sont difficiles. Et ce que je dis, c'est terminé. C'était une campagne dure. Vous vous attendez à d'autres heures difficiles, vu ce qui s'est passé pendant la campagne ? Mettez-vous à ma place. Hein ? Mettez-vous à ma place. Se mettre à sa place, pour enfin comprendre les règles du jeu politique marseillais ? Le sénateur Guérini renforce ce soir-là son implantation locale. Malgré mes révélations dans le journal satirique Bakchiche, malgré un juge d'instruction qui le considère comme un chef de clan mafieux, malgré l'incarcération de son frère cadet Alexandre. Que pourrait-on lire sur les armoiries de Jean-Noël Guérini ? Servir et se servir ? Comment parvient-il à durer et rester une des cartes maîtresses de ce jeu ? Un jeu dont je préfère rire, alors qu'il faudrait hurler. Marseille. Le jeu du clientélisme. Au revoir, Je vais aller monsieur Meunier. manger. Je voulais vous demander, je réalise un documentaire sur Marseille et j'aurais voulu vous avoir en interview à un moment. Eh non. Pourquoi ? Vous avez été trop dur avec moi, monsieur. Je suis trop respectueux non, mais- de vous, Mais oui, monsieur. mais Dur ? Je ne le suis pas. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Quand toute la ville chuchote à propos de Jean-Noël Guérini et son frère Alexandre, quand elle les décrit comme des personnages du roman italien Gomorra, je me les coltine. La justice les confronte. À peine réélu président du Conseil général, Jean-Noël Guérini dénonce mes articles. Oui, mon frère est impliqué dans une instruction judiciaire dont un nombre impressionnant de pièces ont été diffusées en toute illégalité afin de distiller comme un venin, je dis bien comme un venin, une présomption de culpabilité qui balaye d'un revers de main le secret de l'instruction et la présomption d'innocence. Si mon frère a fauté, il la répondra devant la justice. Pour autant, il n'existe pas encore que je sache de délit de fraternité. Peut-être que certains inventeront ou créeront une loi pour cela. Pour bien comprendre toute cette histoire, il faut se souvenir qu'au printemps 2008, Jean-Noël Guérini rate sa conquête de la mairie de Marseille. Le sénateur socialiste est battu dans les 4e et 5e arrondissements de la ville, le 3e secteur. La droite, menée par Renaud Muselier, Bruno Gilles et Xavier Cachard, conserve son bastion, surnommé le verrou de Marseille. C'est vrai que ce secteur a focalisé toutes les convoitises pour les élections municipales de mars 2008. À la dernière plénière du Conseil général, à l'époque, qui s'est déroulée en février 2008, soit un mois avant les élections municipales, il a été voté 384 000 € de subventions pour des associations des 4e et 5e arrondissements. C'est pas illégal, mais je trouve que c'est indécent, à quelques jours d'un premier tour, de voter une somme aussi importante pour des associations de ce secteur. Avec Guérini & Co qui arrive pour dire recevez-nous, voilà tant d'argent pour votre association. Mais qu'ils n'avaient jamais vu d'une David Adam qui déboulait là. On est la totale. Il y a eu vraiment un changement d'ambiance à partir du moment où le frère du président du Conseil général, Alexandre Guérini, est devenu le directeur de campagne de Jean-Noël Guérini. Alexandre Guérini, le petit frère de Jean-Noël, un militant convaincu, responsable des adhésions au PS marseillais et un prospère entrepreneur dans la gestion des déchets. Et donc, toute la haine, toute la puissance du clan Guérini s'est concentrée sur ce secteur. Et nous avons vécu un véritable assaut. On a eu avocats, voyous, malfrats, fraude. Voilà, comme ça, il y a tout. Avocats, pour m'empêcher d'être candidat, on n'a eu que des recours ou à faire annuler l'élection. Donc là, on a eu toute la batterie de méchanceté. Voyous, niveau grand banditisme, qui ont mis à l'amende avec coups de casque, etc., menaces et armes pour mettre la pression. On a résisté.
Petits malfrats qui vont filer 2 claques à nos afficheurs, on a résisté. L'apothéose a été atteinte lors du dimanche du 2e tour, où le frère du président du Conseil général, Alexandre Guérini, avait demandé à ce que dans chaque bureau de vote, il y ait un militant socialiste avec un double cahier d'émargement. Le cahier d'émargement regroupe la liste complète des électeurs. En posséder une copie est illégal. Après avoir déposé son bulletin dans l'urne, chacun signe, à côté de son nom, et valide sa participation. Utiliser ces renseignements nominatifs au profit d'un seul candidat constitue une fraude. C'est-à-dire qu'un militant socialiste a un double cahier d'émargement et il pointe. Et il pointe toutes les personnes qui viennent voter. Et toutes les personnes surtout qui ne viennent pas voter. Et entre midi et 2, on fait le rappel. Donc on appelle les militants, tous ceux à qui on a rendu un service et qui ne sont pas venus voter. Le bonhomme qui a un petit T2 où ils sont 6 dedans, lorsqu'on lui dit bah, « écoute, tu fais campagne pour moi et puis je te permettrai d'avoir un appartement, qu'il soit en HLM ou pas, hein, mais tu auras ton logement », ben, il se donne à fond hein, parce qu'il veut son appartement. Au téléphone, hein, on m'a déjà appelé pour me dire écoute, je te donne la subvention, hein, tu as intérêt de faire ton travail, d'emmener des gens, de faire voter pour moi. Hein. Je sais que tu es crédible, tout ça, mais vas-y, fais voter, quoi. C'est un système, j'allais dire, où le syndicat majoritaire sert les élus d'un bord comme de l'autre, parce qu'ils se connaissent tous, ils sont tous redevables les uns des autres, voilà, et qui pénalise Marseille. Tout est bloqué à Marseille. Entraide, coup de pouce ou favoritisme ? Entre le légal et l'illégal, une mince frontière laisse le système prospérer. Il y avait un vieux proverbe marseillais qu'on n'entend plus beaucoup, mais qui me fait beaucoup plaisir, enfin qui m'a toujours bien plu, c'est « service rendu vos voix ». Service rendu vos voix. Je rends un service, je demande en contrepartie ta voix. La croyance que l'élu peut vous permettre d'évoluer dans votre vie, de nourrir votre famille, de la loger, etc., est une croyance qui est très, 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 très marquée à Marseille. Généralement, quand on vient me voir, c'est pour me demander de rentrer à la ville, hein, d'être au poste le plus bas. Et surtout, on ne nous dit plus d'ailleurs ce qu'on nous disait il y a longtemps, est-ce que tu peux pas prendre mon petit pour qu'il ait une gâche? Voilà, une gâche, ça voulait dire qu'il rentre à la mairie et surtout qu'il fasse rien. Mais qu'il soit bien payé. Allez, c'est fini, ça. Quand c'est fini et ni, ça recommence, répète la chanson. La course aux voix jamais ne s'arrête, et ce ne sont pas des miettes qu'on se partage. La ville dispose d'un budget d'1,5 milliard d'euros, 16 000 logements sociaux, 12 000 employés municipaux. La communauté urbaine Marseille-Provence Métropole a récupéré en 2000 70% des attributions de la ville, s'appuie sur 1,8 milliard d'euros, près de 4 000 agents. En 2016, elle laisse sa place à la métropole ex-Marseille-Provence. Le Conseil général, lui, gère 2,5 milliards d'euros, 34 000 logements sociaux, 7 500 agents. À chaque élection, les candidats distribuent les faveurs pour gagner celles des électeurs. Il y a historiquement ce qu'on m'a appelé un système clientéliste. Mais dans le clientélisme, on y met tout. Je dirais, on a... Je ne veux pas dire qu'il y a le bon et le mauvais clientélisme, mais où commence le clientélisme, où s'arrête-t-il ? Quand vous distribuez des tracts, quand vous faites des rues entières, quand vous êtes un homme politique, moi je le suis très peu, mais je le fais quand même souvent, vous n'imaginez pas le nombre de papiers qu'on vous donne, avec des adresses, en disant « mon fils n'a pas de logement, mon fils n'a pas d'emploi, est-ce que vous pouvez l'aider ?» etc., etc. À un moment, les élus se doivent d'essayer d'aider les gens, mais dans le respect des règles et des lois en vigueur. Toute la différence est là. Si le clientélisme, c'est recevoir ses concitoyens, les aider, on le fait tous. À tous. Si le clientélisme, c'est donner une subvention à une association qui a un projet pour l'aider à le faire, on le fait tous. Si le clientélisme, c'est de donner à une association bidon pour se partager le pognon ou se faire des fausses notes de frais, ça, certains les élus le font, pas nous. Voilà. De respecter les règles et les lois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un cadre financier, il faut gagner une certaine somme d'argent par mois et ne pas dépasser pour pouvoir avoir un logement. Et après, il faut bien vérifier la composition familiale, c'est-à-dire quelqu'un qui est seul, il a droit à un T1, il n'a pas droit à un T4. Un couple qui a des enfants, qui a 2 enfants, un couple qui a 2 enfants, ils ont droit à un T4 parce qu'il leur faudra 3 chambres. Il faut respecter la composition familiale et le salaire. Dans ces cas-là, on respecte les règles des lois de la République, je dirais. On peut appeler ça du clientélisme, moi je dirais, on fait à la limite notre job. Si faire du clientélisme, c'est s'occuper des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes âgées qui sont dans la misère, dans la détresse humaine, qui cherchent des logements,
qui cherchent à se réinsérer dans la vie, alors j'assume totalement le mot clientélisme au nom de ma majorité de gauche. C'est comme ça que nous devons travailler. Cette profession de foi, Jean-Noël Guérini, après sa mise en examen, accepte finalement de me la commenter, en personne. S'occuper des gens qui sont dans le besoin, des plus pauvres, des malheureux. Est-ce que c'est faire du clientélisme? Est-ce que le peuple de Marseille, qui est dans le besoin, s'il ne va pas voir ses élus pour qui ils ont voté, si c'est ça faire du clientélisme, je ne comprends plus. Le problème est ce qu'on leur demande en retour. Parce que le clientélisme, c'est un marché. Client, ça veut dire quelque chose, c'est un marché. C'est l'élu qui rend un service en contrepartie d'un vote, pas simplement d'une personne, mais d'un vote quasiment d'une famille ou d'un groupe. C'est aussi un élu qui finance des associations pour que le président influe au maximum, pour que les membres de l'association votent au maximum dans leur ensemble pour lui. Le clientélisme, c'est quand vous le faites à une grosse échelle. C'est-à-dire que c'est vous construisez votre carrière politique, votre histoire politique sur je te donne ça, tu me fais ci. Voilà, c'est ça le clientélisme. C'est-à-dire obliger les gens à vous rétrocéder à travers des élections, de l'aide ou d'un soutien, parce que vous les avez aidés. C'est ça que j'appelle le clientélisme. Le clientélisme, la prévarication, la corruption dominent d'abord dans les endroits où la pauvreté est grande et où, avec un emploi 1500 €, ce qui correspond à salaire 1600 moyen à la ville ou de la communauté, vous garantissez, ceux qui le pratiquent, la fidélité d'un certain nombre de gens. Chaque parcelle du territoire est à conquérir puis à conserver, en l'arrosant de logements sociaux, d'emplois ou de subventions, d'une manière appropriée. Dans les quartiers nord de la ville, où la plupart des citoyens vivent avec moins de 7 000 € par an, c'est autre chose que dans les quartiers est ou sud, où le revenu moyen atteint 33 000 €. En permanence labourer ses terres, dit-on. Un adage martelé au moins depuis les années Defferre. Maire de la ville de 1953 à 1986, l'ancien résistant avait sa conception particulière du pouvoir local. Un art qu'il a mis au service de François Mitterrand comme ministre de l'Intérieur. Il était maire incontesté. Il n'était pas premier secrétaire, mais il était responsable, encore une fois, de la fédération. Il avait le journal. Bon, c'était un combattant. Il avait été ministre. Enfin, je veux dire, tout ça en faisait une espèce de grand personnage. Et c'est ce que je dis. Je dis que c'est vrai qu'il demandait de voter telle motion. Il faisait 98% des voix. Mais pas dans la contrainte. C'est un peu dur à faire comprendre, mais c'est une espèce de légitimité que les gens lui accordaient. Ben oui, il veut le pouvoir, mais on le lui donne parce qu'on sait qu'il en fera du bien. Quand Gaudin rentre ici à l'Hôtel de Ville, il a 25 ans. J'entre dans la coalition socialiste-droite. Je suis choisi par mes amis de droite. Je n'ai jamais été socialiste. Qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas avoir toutes les qualités. Donc, je n'ai jamais été socialiste. J'entre, j'ai 25 ans. Je suis très admiratif de la personnalité du maire. Le clientélisme sous Defferre, je vois votre question qui est profilée. C'est pas du tout de même nature. Le clientélisme sous Defferre, il n'est pas de même nature pour deux raisons. La première, c'est que il y a des emplois. Et il y a des logements qui se construisent. Et deuxièmement, il y a de l'idée. Gaston Defferre, que j'ai connu un peu, pas beaucoup, mais un peu, c'est quand même quelqu'un qui ne faisait pas n'importe quoi. Il avait des idées. Et les réunions de section que j'ai connues sous Gaston Defferre, je peux vous dire, du Parti socialiste, il y avait des vrais débats. Le maire n'a rien d'un socialiste, comment dirais-je, de base. C'est un patron assez net. Hein? On empêche les gens de monter dans les ascenseurs au Provençal 1 heure avant que M. Gaston Defferre arrive pour qu'ils n'attendent pas pour prendre l'ascenseur, et ainsi de suite. Mais je le vois diriger la ville. Je le vois arbitrer. Je me suis inspiré de la méthode.
Sauf que le monde change. Et puis que Gaston Defferre, parce qu'on compare toujours Jean-Claude Gaudin à Gaston Defferre, c'est absurde. Gaston Defferre avait une autorité naturelle qui lui était donnée par la résistance. Il n'y a plus personne dans ce pays qui a ce type. Enfin, on n'a plus un élu nulle part, les gens sont morts, ou évidemment trop vieux. Par exemple, quand on dit Gaston Defferre faisait avec FO comme Jean-Claude Gaudin, non, c'est pas vrai. Pour asseoir son pouvoir et contrer l'influence communiste, Gaston Defferre s'est toujours appuyé sur Force ouvrière, dont il a fait le syndicat majoritaire. C'était M. Moscati à l'époque qui était le grand patron de Force ouvrière. Je pense que lorsque M. Moscati rentrait dans le bureau de Gaston Defferre, il n'arrivait pas en conquérant. Hein. Gaston Defferre dirigeait FO. Il donnait des ordres à M. Moscati qui était couché, allongé dans son bureau. Parce que la gauche arrive au pouvoir en 81, vous vous rappelez, on tombe aux 39 heures, enfin, etc. Et donc Gaston me dit, tiens, on va réunir les syndicats. Enfin, réunir les syndicats, c'est réunir FO. Hein. Bien. Et donc on voit FO, et Gaston dit, écoutez, j'ai une très bonne nouvelle, le gouvernement a décidé, je travaillerai 1 heure de moins. Et Moscati le regarde et dit, mais monsieur le maire, nous travaillons déjà 1 heure de moins. Est-ce que ça veut dire qu'on va travailler donc 2 heures de moins? Et Gaston dit, ah ben oui, ah ben bon, j'ai toujours été très généreux, moi, enfant, je suis très social, hein. C'est terminé comme ça. Ce qui fait que petit à petit, le syndicat majoritaire est effectivement devenu l'interlocuteur numéro 1 entre la majorité municipale, et donc le maire de Marseille, et les fonctionnaires municipaux, à l'époque, 11 000, 12 000, voire un peu plus. L'appui de FO au maire a perduré, même après l'arrivée de la droite aux responsabilités en 1995. Il y a eu une tradition depuis Defferre que j'ai maintenue. On parle avec le syndicat majoritaire. Pourquoi pas avec les autres? Parce qu'à chaque élection, les autres m'ont pourri. De là à dire que Force ouvrière peut faire élire ou peut faire battre un maire, c'est un pas que je ne franchirai pas. Mais il est évident que lorsque vous avez un syndicat qui fait 60% au premier tour parmi presque 15 000 fonctionnaires municipaux, ça peut avoir une certaine incidence. En tout cas, s'ils ne font pas gagner, c'est sûr qu'ils peuvent faire perdre un maire. Au fur et à mesure, ce clientélisme s'est transformé en clanisme. C'est-à-dire qu'on a effectivement comme ça des chefs, partout, hein, je veux dire, partout. Et là, ça devient autre chose. Parce que donc, quand vous avez un clan, il y a un chef de clan. Et là, ça devient encore pire. Et ça, je crois qu'on y est un peu tombé. Où ça devient dangereux, c'est quand dans des collectivités qui ont été bien identifiées maintenant par l'enquête du juge Duchesne, conseil général et communauté urbaine, il n'y a plus le respect des règles et des droits. Tous les cadeaux qui sont faits, ils sont négociés. On s'aperçoit que des gens qui étaient seuls pouvaient avoir un T3 ou un T4. On s'aperçoit que tous les remerciements au niveau des emplois se faisaient systématiquement parce que c'était quelqu'un de la famille d'un copain ou quelqu'un qui était recommandé par un tel. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans un système juste. On n'aide plus quelqu'un qui a besoin socialement d'être aidé. On aide pour faire des voix. Et derrière, il y a toujours de la menace et de l'achat. Quand on fait cela pour avoir des voix dans la rue, lors d'élections, pour avoir des voix au sein d'un parti, quand on fait cela pour de l'argent, quand on fait cela pour n'importe quoi, et dans des proportions considérables, hors de toute raison, hors de toute déontologie, c'est plus de clientélisme, c'est du trafic d'influence, c'est tout. Quand il y a la politique, les affaires privées et les voyous, c'est ce que le juge Duchesne a appelé un système mafieux. Le juge a parlé de ramifications, de pieuvres et de systèmes mafieux. Et effectivement, on peut tous se retrouver il y a quelques dizaines d'années dans le sud de l'Italie, puisque la mafia, c'est les voyous, c'est la politique et c'est les affaires privées. C'est exactement l'affaire Guérini d'aujourd'hui. Si certains s'imaginent qu'en attribuant un logement, qu'en attribuant une subvention, ils vont gagner des voix aux élections, ils se trompent. Totalement. La société a évolué complètement. Et chaque citoyen est libre. Fini le temps où des partis politiques, tel ou tel parti politique, droite ou gauche, pouvaient dire, bon, on peut maîtriser des voix. C'est fini, et tant mieux, c'est l'évolution de la société. Quand c'est fini et ni, ça recommence.
Le clientélisme n'est pas qu'une affaire de pauvres. Les hommes politiques aussi ont leur prix. Une étiquette politique, cela se modifie. Une simple subvention suffit. Sous le contrôle personnel de Jean-Noël Guérini, le Conseil général distribue chaque année entre 80 et 130 millions d'euros d'aide aux communes du département. Des fonds décisifs pour opérer un détournement de vote. Quelques semaines après, donc en avril 2008, la communauté urbaine, largement acquise à la droite, qui devait être présidée par Renaud Muselier, puisque c'était l'accord avec le maire de Marseille. Le maire de Marseille restait maire pour un 3e mandat et il laissait sa place à Renaud Muselier, alors que les chiffres donnaient en gros 88 élus de droite, 69 élus de gauche. Patatras, c'est Eugène Caselli qui est élu à la surprise de tout le monde. Premier secrétaire de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, Eugène Caselli n'a d'autre qualité que ses titres dans l'appareil du Parti socialiste. Après l'échec au municipal, Jean-Noël Guérini, ni personne d'autre d'ailleurs, n'a souhaité se présenter à la communauté urbaine. Et on m'a demandé en tant que premier secrétaire d'y aller, avec peu de chances d'être élu, effectivement. J'étais, moi, le seul qui était tourné vers la salle en train de dépouiller, donc j'ai dépouillé 140 bulletins et j'ai vu, j'avais Jean-Claude Gaudin en face de moi et je l'ai vu au début plaisanter, attendre, enfin comme avec une certaine assurance, et puis je l'ai vu petit à petit être absolument stupéfait, se tourner de tous les côtés. Et c'est là, surprise, c'est M. Caselli qui est élu à 2 voix près dès le premier tour. Et par conséquent, ceux qui n'ont pas voté à droite pour M. Muselier ont fait plus qu'une erreur, une faute. Nous avons, nous, la droite, la ville de Marseille et le plus grand nombre de représentants à la communauté urbaine, la majorité des communes, et on a grosso modo entre 15 et 19 voix d'avance pour élire le président. Je suis candidat à cette présidence et il me manque une voix. Une voix à la sortie, mais ça veut dire qu'il en manque beaucoup sur le total général. Et donc, à ce moment-là, il y a un tour de passe-passe qui fait en sorte que dans ce tour de passe-passe, il y a quelque part un hold-up. Ce braquage a ses victimes, les électeurs dont le vote est bafoué. J'en ai cherché les auteurs. Rien d'illégal, mais ces petites trahisons permettent la prise de contrôle de l'institution et ouvrent le chemin à d'autres hold-up. Qui sont les élus qui n'ont pas respecté les consignes et l'allégeance à leur champion? Il y a eu des transferts de voix probablement un petit peu de gauche à droite et probablement aussi, bien entendu, de voix du département, enfin des villes hors Marseille en tout cas, et des voix marseillaises qui se sont aussi portées sur moi, probablement. Mais personne n'a jamais véritablement compris quelle était l'alchimie de ce qui s'est passé. Vous avez la question de Marignane. Les élus de Marignane ont voté pour Eugène Caselli. Je pense que c'est pas un secret. Pourquoi l'ont-ils fait? Monsieur Muselier et moi-même avions soutenu le maire conseiller général sortant de la ville de Marignane, où il y a 13 sièges pour la communauté urbaine. Et celui que nous avons soutenu a été battu dès le premier tour. Et il est probable qu'un certain nombre d'élus de Marignane n'ont pas voulu se reporter à ce moment-là sur M. Muselier. Je ne sais pas ce qu'ont voté les élus de Marignane, ils ne m'ont jamais dit. L'explication, elle peut se trouver là. Il en est de même sur quelques élus d'autres communes, notamment Plan de Cuques, où Jean-Claude Gaudin a fait campagne ouvertement contre le maire de Plan de Cuques qui a été élu. Ça peut laisser aussi quelques rancœurs. Si les élus n'ont pas voulu donner leur accord à Renaud Muselier, c'est aussi que pendant des années, ils ont subi un Jean-Claude Gaudin totalement absent. Il faut bien voir que pour un maire d'une commune de la communauté hors Marseille, il vaut mieux avoir Eugène Caselli qui est disponible, à qui on peut expliquer je souhaite que telle place devienne comme ça, ou s'il vous plaît, il faut faire du bitume à tel endroit, plutôt que quelqu'un qui ne vous répond jamais. Il y a beaucoup d'explications. Il y a sans doute, bien évidemment, des gens qui avaient des comptes personnels à régler avec Renaud Muselier. Moi, qui suis très proche de Renaud, je l'accepte volontiers. Mais il y a surtout des gens qui ont été approchés et qui ont été achetés. Donc, qui se sont vendus au camp d'en face, après une élection municipale très dure. La politique, la morale, le choix des électeurs s'effacent devant l'argent des subventions. Ce mauvais coup, une réunion l'a parfaitement préparé. À la villa du Conseil général, pas de magie ni d'alchimie, le système Guérini.
il y avait essentiellement des conseillers généraux, le président, bien sûr, et quelques collaborateurs de cabinet. Et Alexandre était présent? Si je me souviens bien, je crois qu'il était là, oui, je crois qu'il était là, ce jour-là. Alexandre Guérini était à la manœuvre. Jean-François Noy, ancien directeur de cabinet de Jean-Noël Guérini, ex-président des HLM du département, peut être cru sur parole. On avait détecté un certain nombre de maillons faibles dans cette majorité, notamment une commune qui avait été gagnée par un homme de droite, mais contre la volonté de Jean-Claude Gaudin, qui avait présenté quelqu'un d'autre. On s'est dit que là, il y avait peut-être quelqu'un à récupérer. C'est Marignane. Et une ou deux autres communes, pour des raisons différentes aussi, qu'on se faisait fort, peut-être avec des promesses précisément en matière d'aide aux communes, justement, d'attirer dans le vote essentiel de la présidence. Il y avait beaucoup d'entre nous étaient sceptiques sur cette opération, et finalement, elle a marché. Une majorité n'a pas été volée une fois, elle a été volée plusieurs fois. Et cette majorité a été volée comment? Là, la réponse est chez le juge. Car bien entendu, cette majorité a été confortée par des cadeaux. Je me suis laissé dire qu'une commune qui a 12 élus a reçu l'équivalent de 12 millions d'euros de subventions de la part du Conseil général. 1 million d'euros par élu. La justice nous dira ce qu'il en est. Une commune de 12 000 habitants, 11 000 habitants, à laquelle on avait donné 9 millions d'euros pour faire 4 terrains de foot, 9 courts de tennis, un gymnase tout équipé, pour 11 000 habitants et quelques, alors que dans le 15-16, je suis élu, moi, sur le 15e arrondissement, où il y a 91 000 habitants, il y a un stade qui est à la dérive, pas entretenu, il y a une piscine qu'on va fermer, qui est toujours fermée d'ailleurs, c'est la piscine nord. Il y a un gymnase dans lequel il pleut quand il fait mauvais temps. Donc vraiment, c'est le quart-monde par rapport au reste du département. Après les cadeaux, l'élection passée, quand c'est fini et ni, ça recommence. Et le clientélisme trouve de nouveaux agents, les fonctionnaires territoriaux. La soumission au personnel politique devient le principal critère de l'embauche. Au service de quelques-uns plutôt qu'au service du citoyen. L'institution, ses finances, ses marchés publics sont pris en main. Monsieur Caselli a usé de son droit que tout exécutif, que tout patron d'exécutif a le droit. C'est lui qui a choisi ses directeurs, c'est lui qui a choisi ses collaborateurs. Depuis, il en a changé souvent. C'est lui qui a fait ça. C'est pas vraiment lui qui a choisi ses collaborateurs. Oui, ne me faites pas entrer dans des polémiques que soigneusement j'essaie d'éviter. Mais il est exact, et vous avez raison, qu'à ce moment-là, il y a eu une prise en main, mais nous n'avons pas été du tout associés. Nous sommes restés même interloqués. On se rend bien compte que pendant de longs mois, les patrons de la communauté urbaine, c'est les frères Guérini. Patron politique, c'est Jean-Noël Guérini, qui, par l'intermédiaire du directeur de cabinet qu'il a lui-même positionné à l'intérieur de la communauté urbaine, il a le relais politique et tout le côté technique, c'est le frère. Jean-Noël Guérini était omnibulé par une chose, c'était que toute l'administration était l'administration Gaudin. Donc c'est vrai qu'il me disait, il faut que tu mettes des gens aussi qui sont des gens proches de nous dans les services, ce que j'ai fait à dose vraiment homéopathique, en fait. Ce conseil général a toujours été piloté par les socialistes, ce qui fait comme il n'y a jamais d'alternance, peut-être qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont pu être prises. En tout cas, ils ont installé un système au sein du conseil général avec vraisemblablement un sentiment d'impunité majeure. Et cette impunité les amène à prendre vraisemblablement moins de précautions. Et quand la communauté urbaine tombe dans leur camp, tombe dans les mains de M. Caselli, qui est quelque part leur marionnette, leur pantin, parce qu'il lui ne sait pas, il découvre après. Et ils se disent, on fait même pas sur la ville, parce qu'ils ont 80%. Et ils organisent un système en toute urgence,
pour prendre tous les marchés tout de suite partout. Alexandre Guérini est venu très vite à la communauté urbaine essayer de se mêler des choses. Je lui ai demandé d'ailleurs, pour l'image de son frère et pour la mienne, de ne plus venir dans les locaux, ce qu'il a fait. Mais manifestement, il a eu une influence extérieure. On s'en est aperçu après. Et on a bien compris, on en a vraiment les preuves aujourd'hui, que le monsieur propreté, le monsieur nettoiement, le monsieur déchet à l'intérieur de la communauté urbaine, c'est le frère du président du Conseil général. Un incident déclenche la tempête. Les élus de la commission des marchés suspectent une manipulation des services techniques de la propreté. Les poubelles, une question sensible et subtile à Marseille. Quand un marché est lancé, des candidats soumissionnent. Leurs documents, les documents qu'ils ont remis à la communauté urbaine, sont analysés par les services techniques de la communauté urbaine. Et on remet un rapport à la commission d'appel d'offres, c'est-à-dire que les services techniques ont dressé un rapport en disant « Nous vous conseillons de choisir plutôt telle offre que telle offre pour telle et telle raison ». Et des notes sont attribuées par les services techniques. Il y a 3 élus de droite et 3 élus de gauche. Dans les 3 élus de gauche, il y a 2 socialistes et 1 communiste. Et un des 2 socialistes est président de la commission des marchés. Ce qui lui donne, lorsqu'on est à égalité, 3 contre 3, la majorité par sa voix prépondérante de président. La commission d'appel d'offres a 2 choix, 2 options. Soit elle valide ce rapport technique, elle dit « nous sommes d'accord avec les services techniques », ça nous paraît cohérent, ce qui est présenté par les services techniques, ou ça ne nous plaît pas, pour telle et telle raison que nous justifions techniquement, nous modifions les notes qui ont été proposées et nous suggérons donc l'attribution du marché à une autre entité. Dans ce marché du ramassage des ordures, les services techniques proposent le choix d'une société avec un devis plus élevé que la proposition concurrente. Pourtant, il est de règle de choisir le moins disant, c'est-à-dire le moins cher. On est toujours au moins disant, sauf si on nous apporte la preuve que celui qui est meilleur, qui est plus disant, apporte un service supplémentaire inscrit dans le cahier des charges. Dans le cas précis, les services ont semblé nous dire que c'était vrai. Point. Moi, je suis pas éboueur, hein, franchement, et je suis pas derrière mon petit camion. On nous demande de choisir un prestataire de 4 millions plus cher et 50 personnes en moins. Donc il faut qu'on nous explique. Depuis qu'on parle de cette affaire, je n'ai pas vu un article d'aucun journal, même Bakchiche à l'époque, qui analysait en quoi que ce soit le contenu du rapport technique. Or, il l'avait, puisque tout le monde dit qu'il l'a. Donc, pas un mot. Personne n'a été capable de me dire où les membres de la commission d'appel d'offres pouvaient repérer une erreur. J'expliquais dans Bakchiche que c'était la 2e fois en moins de 6 mois que la même société, bien plus chère que ses concurrentes, était favorisée par les services techniques. C'est-à-dire entre la proposition 1 et la proposition 2, il y avait 4 millions de plus. Mais dans la proposition moins chère de 4 millions, ils nous proposaient aussi 50 personnes en plus. Donc lorsqu'on fait le calcul de la masse salariale supplémentaire de 50 personnes sur la durée du marché, ça fait 15 millions de plus. Donc 15 et 4, effectivement, ça fait 19. Donc si on avait choisi la société qu'on nous proposait, on faisait effectivement perdre à la collectivité 19 millions d'euros. Et en tout cas, au moment du vote, l'argumentaire était tellement flagrant que le communiste a voté avec nous. Seuls Bernard Morel et le président de la commission François-Noël Bernardi ont voté pour la proposition des services techniques. En toute confiance, le document administratif, lui, a depuis disparu. Quand on est nommé dans une commission d'appel d'offres, on prend un engagement écrit de ne jamais dévoiler ce qui s'y passe. Je suis un homme un peu d'honneur, je ne dévoilerai jamais ce qui se passe dans une commission d'appel d'offres. Et ceux qui l'ont fait se déshonorent. On a eu un directeur qui, comme il n'arrivait pas à faire passer ce qu'on lui demandait de faire passer, il s'est mis très en colère. Le directeur du nettoiement se lève et nous regarde, nous pointe du doigt et nous dit « c'est vous qui ramassez les bordilles ». Et en nous montrant du doigt, il nous a dit « le jour où il faudra ramasser les bordilles, je vous appellerai ». Je m'apprêtais à lui répondre assez vertement, mais d'autres élus ont été plus rapides que moi. Et donc, un échange assez vif s'est déroulé. Il nous a un peu boulégué, comme on dit sur Marseille, pour
pour essayer de nous impressionner. L'élu responsable de la collecte des déchets enrage contre le choix de la commission et avance un curieux argument. La répartition des marchés avait été négociée. Lorsqu'on a pris la décision le lendemain dans la Provence, un élu dit « Je ne comprends pas la décision qu'a prise la commission des marchés, puisque nous avions tout réglé d'avance. » C'est quand même extraordinaire qu'un élu ose dire que les marchés étaient en quelque sorte attribués, qu'il y avait un accord avant que la commission d'appel d'offres ne se prononce. Donc c'est là aussi un élément qui confirme que tout était pipé. Si vous voulez me faire dire que cette déclaration est une gigantesque connerie, je vous le dis. Ben voilà, c'est ce que je voulais. Après l'aveu d'un élu, quand c'est fini et ni, ça recommence. Le sentiment d'impunité du groupe qui cherche à s'accaparer le marché des poubelles le pousse à essayer de le récupérer par la force. Tout était truqué, il n'y a pas d'autre mot, puisque eux-mêmes, certains l'ont déclaré. Alors, à ce moment-là, suite à ce changement de candidat proposé par la commission des appels d'offres, une grève spontanée est née au sein d'une entreprise qui avait été écartée. Et on réalise un peu plus tard que en fait, la grève était pilotée par M. Alexandre Guérini, le frère de Jean-Noël Guérini, qui promettait la ville propre en 6 mois, qui nous a fait une grève qui a fait en sorte que même on était à la limite du problème sanitaire en ville. On a appris par la suite que les salariés grévistes étaient payés et que, de façon récurrente et quotidienne, M. Alexandre Guérini était à leur côté, paraît-il. Je sentais que cette grève avait été instrumentalisée de l'extérieur. D'ailleurs, les écoutes judiciaires l'ont prouvé. Voilà. Bon, marcher sur les poubelles et les ordures, avec tout ce que ça représente comme saloperie, pour faire en sorte que le président de la communauté urbaine, M. Caselli, puisse ne pas suivre la commission des marchés pour faire passer les copains d'Alexandre. Je me rappelle avoir lu dans un article, dans le Canard pour ne pas le citer, qu'Eugène Caselli, lors d'une réunion, pestait fortement, donnait des coups de pied dans des chaises en disant « Ma mère ne me verra pas dans les journaux et je n'irai pas en prison à cause de vous ». Il répondait ce jour-là à Alexandre Guérini et Jean-Noël Guérini. Que lui avait-il demandé? On peut penser que c'était des choses liées aux déchets, puisqu'après il leur a obéi et il aura déclaré sans suite les marchés, comme on le lui demandait. Eugène Caselli, lui, conserve d'autres images de cette période. Ils viennent me voir, les grévistes, pour négocier. En fait, ils ne négocient rien du tout. Et l'un d'entre eux sort un document qui ressemblait furieusement à l'analyse des offres de ce marché-là. Et qui me dit, monsieur, nous étions premiers, la commission d'appel d'offres nous a remis second. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ce document? Donnez-le-moi. Il m'a dit, non, je ne vous le donne pas, il a remis dans sa sacoche. Donc ça, pour moi, ça voulait dire que ce marché était frappé de suspicion. Donc si celui-là était frappé de suspicion, la totalité des marchés devenait suspect. Donc j'ai annulé la totalité des marchés. Ce serait donc par précaution qu'Eugène Caselli décide d'annuler les marchés, et ce n'est que coïncidence s'il réalise les souhaits supposés d'Alexandre Guérini. Il y a une écoute très intéressante qu'on a pu lire dans la presse. C'est pas une écoute, pardonnez-moi, c'est un texto qu'adresse Jean-Noël Guérini à son frère Alexandre, et il lui dit « Dis à Brushing », c'est comme ça qu'ils appellent Eugène Caselli, président de la communauté urbaine, il lui dit « Dis à Brushing de déclarer les marchés sans suite ». Et Brushing, Eugène Caselli, le président de la communauté urbaine, s'exécute. Donc là, il y a manifestement une chaîne de commandement. C'est indiscutable. C'est toujours pareil, la grève des éboueurs. C'est le meilleur moyen de faire plier les politiques. Et à Marseille, ordures ménagères rime avec force ouvrière. Dans ce dossier, à de nombreuses reprises, le nom du syndicat FO transparaît. Là, si ce syndicat est impliqué, il appartiendra, à mon avis, à la justice et à l'enquête de dire à quel degré et dans quelle proportion et dans quelle gravité ce syndicat est concerné par cette affaire, s'il est concerné. Le système Guérini s'effrite, les mises en examen pleuvent. Le syndicat majoritaire, dirigé par Élie Claude Argy, passe entre les gouttes. Si la justice ne condamne pas ces agissements,
L'enquête, elle, dévoile les méthodes de Force ouvrière. Une grève des éboueurs, c'est intenable pour un pouvoir politique, qu'il soit de gauche ou de droite. Vous pouvez tenir pendant 8 jours, mais au bout de 10 jours, vous avez toute la population contre vous. Or, parfois, les grèves des éboueurs, on l'a vu, ne sont pas d'une limpidité totale. Peut-être qu'il faudrait tenir de temps en temps. Les plus forts et les plus durs de votre cas, vous dites qu'il faut tenir bon, il faut aller jusqu'au bout, etc. Mais au bout de moins d'une semaine, quand vous avez l'été avec les tas de poubelles et d'immondices, avec des rats comme ça qui se promènent dans la rue, même les plus acharnés pour reprendre la main sur le plan de la fermeté, vous dites lâchez tout, qu'est-ce que vous faites? On va multiplier les articles, c'est une catastrophe, le tourisme, le ceci, le cela. Et à la fin, au bout de 15 jours, le dirigeant, Gaudin, Caselli, etc., recule parce qu'il n'a plus la légitimité d'accepter la grève. Coût à la sortie, grève, problème d'image majeur, parce que bien entendu, tout a été repris partout, mais au-delà de ça, tripatouillage dans les marchés publics, ce qui vaut mise en examen et tout le reste. C'est M. Alexandre Guérini qui est à l'origine de cette grève. Ce qui veut dire que c'est des millions d'euros en jeu de la poche de nos concitoyens, de notre poche, de nos impôts, qui ont failli partir dans une société qui coûtait 4 millions d'euros de plus. Et c'est aussi l'argent de nos impôts qui a permis d'épurer le solde de la grève, puisque je vous rappelle que certains journaux avaient évalué à plusieurs millions d'euros les dégâts des différentes grèves que nous avons subies sous la présidence de Jeanne Caselli. Flotte sur la ville un parfum de Gomorrah, et j'écris. Les Marseillais sont des républicains. Quelques jours plus tard, pour dénoncer le système, Renaud Muselier s'essaie à la mise en scène. Donc, à l'époque, Renaud Muselier a du nez et il fait effectivement un coup médiatique. Il ne va pas jeter à la tête du président Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, il choisit Gomorrah. Et pour vous faire une petite confidence, il choisit Gomorrah la nuit qui précède le jour où il va le jeter. C'est-à-dire que le soir, on s'est appelé très tard. Il était encore en train de se poser la question. On plaisantait sur est-ce que tu leur jettes le DVD du parrain, un truc comme ça. Et il a dit, si je dois faire quelque chose demain, je vais aller lui porter le livre Gomorrah en main propre. On découvre qu'il y a des gens qui trichent. Donc dans les hémicycles, je lève la main, je dis, monsieur, vous trichez. Je fais mon boulot. Que les autres n'aient pas le courage de le faire, alors que c'est le leur de boulot. Moi, je n'ai pas bavé dans le dos des uns ou des autres. Je me suis levé dans l'hémicycle dans lequel je siège pour dénoncer les turpitudes des élus responsables de cet hémicycle. Monsieur Muselier, je vous le rends, je l'ai lu avant vous. Je suis très heureux d'avoir donné Gomorrah parce que c'est un moment qui marque et qui clive. À l'époque, on n'a pas encore médiatiquement le lien avec ce qu'on va appeler les voyous, le grand banditisme. Mais déjà, la politique et les affaires privées, puisque là, de nez, on a le lien. On sait bien que le frère du président du Conseil général, s'il n'était pas le frère du président du Conseil général, il ne pourrait pas intervenir sans droit ni titre à l'intérieur d'une collectivité où il est ni élu, ni fonctionnaire, ni recommandé. Gomorrah, et c'est la fin du discours. Et dans le discours, je dénonce un système. Et je tends la main au président Caselli. Et dans ce discours où je mets en exergue un certain nombre de dysfonctionnements, où je demande à M. Caselli de faire fonctionner sa collectivité fidèlement aux lois et aux règles de la République, à la fin du discours, je lui dis, mais nous sommes des républicains, les Marseillais respectent la loi, ce n'est pas des Napolitains, Marseille ce n'est pas Naples, on n'acceptera jamais ça, et Marseille ce n'est pas Naples, je vous tends la main. Ce qui est décrit dans Gomorrah est tellement énorme. Les affaires d'ici sont certainement lourdes. Pourtant, ça n'a aucune commune mesure avec ça. Quand je donne le livre à M. Caselli, moi je pensais qu'il me dirait « Mais oui, nous sommes des républicains, nous travaillerons ensemble, et ensemble nous pourrons faire un jeu ». Il prend le livre et le jette. Le 18 novembre 2009, je dévoile l'enquête judiciaire en cours. Immixtion supposée d'Alexandre Guérini dans la gestion de la communauté urbaine, pression évoquée sur le marché des ordures, favoritisme, clientélisme, des accusations que les frères Guérini contestent. Ça a créé les problèmes des premières années de la mandature. Avait arrivé, qui se sont terminés pour moi par une garde à vue, que j'ai vécue très douloureusement. Eugène Caselli a été entendu pendant, je crois,
près de 40 heures, je ne sais plus. Et en sortant, il a dit « c'est dans le job de l'élu ». Mais on ne doit pas du tout faire le même job. Ce n'est pas dans le job d'être entendu par un juge d'instruction ou par les services de la police ou de la gendarmerie. Ce n'est pas ça le job d'un élu. Le job d'un élu, c'est tout sauf ça. Un élu doit être irréprochable, il ne l'était pas. Le système Guérini avait été dénoncé en interne par des membres du Parti socialiste. Le secrétaire national à la rénovation du parti, nommé par la première secrétaire Martine Aubry, se saisit à son tour du dossier. Donc j'ai mené cette enquête, j'ai recoupé, j'ai revu les gens les uns après les autres à La Rochelle, après l'été. J'ai annoncé à Martine à plusieurs reprises que ça posait un problème. Elle m'a dit ne t'en occupe pas, c'est une très bonne fédération. Je dis non, c'est pas une très bonne fédération, un énorme problème. Je ne peux pas ne pas t'alerter, ça n'est pas possible. Ça m'a paru être davantage un espèce de, pardonnez-moi l'expression, un coup de gueule, si vous voulez, qu'un rapport qui se voulait le lundi matin à 12h30, etc. C'est pas un rapport de police. Bien, j'ai vu que Mme Aubry avait dit que les faits n'étaient pas suffisamment précis. Je salue son regard, je dirais, notarial. Mais en dehors de ce regard comme ça d'une précision policière, je crois qu'il peut y avoir un rapport politique. Et je crois que le rapport de Montebourg est un rapport politique. Le PS n'a pas bougé parce que les Bouches-du-Rhône ont toujours participé au trucage des votes des congrès. Et donc ont acheté les directions successives. Je pense que ça se passe aussi dans d'autres fédérations. Hein. Je pense que, l'invitation à bien voter est une invitation qui se fait un peu partout. Alors tout le problème est comment se fait l'invitation. Quand c'était Ségolène, ils étaient avec Ségolène. Quand c'était Martine, ils étaient avec Martine. Quand c'était Hollande, c'était avec Hollande. Il y a une espèce de fuite en avant permanente où Aubry, au niveau national, dit surtout touchez pas aux Bouches-du-Rhône. Elle a acheté, elle s'est fait acheter. Elle est complice de fait du système. On le retrouve avec peut-être des maires de droite qui donnent les voix pour avoir une maison de retraite. On le retrouve avec des élus qui essayent d'avoir une circonscription. Il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche, puisqu'il n'y a plus de débat politique. Il n'y a plus de sens. Chacun est pour soi en se disant « je veux développer mon propre réseau de pouvoir ». Ils n'ont pas de conviction. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur fiche la paix. Et je considère qu'il est de salubrité publique pour la gauche et pour la France que tout cela cesse. C'est pourquoi il dénonce la distribution de subventions comme outil de pression, les brimades arbitraires sur les élus et citoyens indociles, les menaces physiques sur des hauts fonctionnaires du Conseil général et l'intimidation permanente sur certains élus socialistes pour qu'ils se conforment aux intérêts politiques ou financiers de la famille Guérini. Vous savez, je suis pratiquement né socialiste et je mourrai socialiste, fidèle à mon parti, à mes idées. J'ai connu le Parti socialiste qui faisait 5%. Il n'était pas beaucoup à l'époque. Hein. Le 3 juin 2013, Jean-Noël Guérini est pour la 3e fois mis en examen par le juge Duchesne. Les motifs ? Un chapelet d'infractions. Association de malfaiteurs, trafic d'influence, corruption, détournement de fonds publics et favoritisme. Fidèle à ses convictions, sans avoir jamais été menacé d'exclusion du Parti socialiste, Jean-Noël crée un nouveau parti, la Force du 13. Quand c'est fini, ça recommence. Comme on n'est pas arrivé à m'abattre par les urnes, par le bulletin de vote, eh bien, on a essayé de me coller une affaire. Des affaires. Et un système. Dieu reconnaîtra les siens à un moment donné. En charge de l'instruction sur le système Guérini, le juge Duchesne a été promu avant d'achever son enquête. Le grand procès du système Guérini n'est pas encore inscrit à l'agenda judiciaire. Réélu sénateur en 2014, Jean-Noël Guérini conserve son canton le 29 mars 2015. Quand c'est fini et ni, ça recommence.
Perdre avec la gauche la présidence du département ne l'empêche pas d'entonner la même ritournelle. Construire une école, construire une crèche, construire un équipement sportif, un équipement culturel, donner à manger aux plus pauvres, donner en même temps à ce que nos enfants aient une égalité de chance dans nos collèges, équiper nos hôpitaux en matériel de pointe. Si c'est faire du clientélisme, faire partir 5000 gosses en vacances de neige des familles les plus défavorisées de Marseille et des Bouches-du-Rhône, eh bien, mes chers amis, eh bien, si c'est faire du clientélisme, cela, je l'assume totalement. Et si le travail des hommes politiques, c'était de créer les conditions pour que le citoyen n'ait plus jamais à demander de l'aide? Donc le clientélisme, c'est du gaspillage d'argent public, de l'argent pour des projets qui ne le méritent pas, et finalement, c'est ce qui sous-développe les territoires.